Le Premier ministre Christophe Dabiré démissionne de son poste, mais son équipe reste en place. Les ministres sont chargés d'expédier les affaires courantes en lieu et place des secrétaires généraux. Est-ce normal juridiquement et politiquement? Nous avons posé la question au juriste Pazienne, son analyse à suivre en début de journal. L'émotion était vive au festival Ciné Droit Libre à la projection du film L'Empire du silence du réalisateur belge Thierry Michel. C'est un documentaire qui retrace le chaos qui règne en République démocratique du Congo depuis maintenant 2 dizaines d'années. Le réalisateur lui-même n'a pas pu revoir son film. Les raisons dans ce journal. Et puis, il faut éviter que cette situation vienne au Burkina Faso et il faut sauver urgemment les populations de Madjouari qui vivent l'insécurité doublement. À Madjouari, dans la région de l'Est, on meurt de faim, la famine sévit. Les 5000 habitants qui restent encore dans cette localité, plus de 10 000 personnes ont fui la menace terroriste et la faim. Témoignage d'un ressortissant. En Guinée, le nettoyage se poursuit. Le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, a limogé le gouverneur de la Banque centrale de la Guinée, Laousseni Kaba, qui avait pourtant fait allégeance à la junte en gelant les comptes des services publics et des collaborateurs d'Alpha Condé. Voilà qui fait la une de l'actualité. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Démission du Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré. Le chef du gouvernement a démissionné hier de son poste. Dans sa lettre de démission, il a appelé le peuple burkinabé à soutenir le chef de l'État et le futur gouvernement. Dans un décret, le président du Faso a indiqué que les ministres conduiront les affaires courantes en attendant la nouvelle équipe. Christophe Dabiré a remplacé pour mémoire Paul Kabatieba en janvier 2019. Il a été reconduit en janvier de cette année. Notons que sa démission intervient après plusieurs jours après le discours du président du Faso qui annonçait un gouvernement resserré. Le Premier ministre a démissionné certes, mais son équipe reste en place. Les membres de son gouvernement sont autorisés à expédier les affaires courantes. De principe, cette tâche revient aux secrétaires généraux des ministères. Quelle explication de cette décision du chef de l'État? Nous avons posé la question à Pazienne, il est juriste. Il a été joint au téléphone par Rachid Assad Zongo. Je dirais qu'il s'agit de l'une des aberrations au niveau de Burkina Faso. Parce qu'effectivement, la Constitution prévoit en son article 69, à pas de vacances donc, de la place du Premier ministre, et des ministres qui sont en fonction plus assurer les affaires courantes. Or, nous savons que la démission du Premier ministre entraîne donc de fait la dissolution du gouvernement. Maintenant, il faut dire que dans l'esprit de cette disposition-là, c'était pour dire au cas où, par exemple, le Premier ministre venait à être empêché par une maladie, à décéder, pour des choses comme ça, en tout cas à être empêché, on pourrait donc, à partir de ce moment-là, permettre au ministre de continuer. Mais dans le cas où c'est le Premier ministre qui démissionne de lui-même, c'est vrai, quand il démissionne, il y a une vacance de pouvoir, mais je pense que dans l'esprit de la loi, c'était ce qu'on a voulu dire. En principe, ça devrait entraîner la dissolution du gouvernement et les secrétaires généraux des ministères allaient assurer les affaires courantes. C'est pas qu'on dise la décision qui a été prise par le président du Faso est une décision légale. Donc le problème aujourd'hui n'est pas juridique, mais il est beaucoup plus politique. Du coup, ça nous donne des idées par rapport aux réformes qu'il faut apporter justement à cette disposition pour les préciser. Il est préférable qu'on puisse réviser pour préciser que la vacance concerne les cas où le Premier ministre est empêché involontairement. Ça ne dépend pas de sa volonté. Donc, mais dans la mesure où on prévoit que c'est une démission volontaire du Premier ministre, c'est pour dire que c'est quelque chose qui a été réfléchi et lui et préparé. Il n'y a pas de raison que lorsque cela intervient, que les ministres puissent toujours continuer à assurer les affaires courantes. Donc la réforme qu'il faudra faire, c'est pour apporter cette précision-là. Cette décision est tout aussi incompréhensible selon le président de l'ANC, l'Alliance des Nouvelles Consciences, Marc Bonogo, qui réagit après la démission du Premier ministre Christophe Dabiré. Il faut noter que l'ANC avait souhaité une marche en soutien aux forces de défense et de sécurité et pour dénoncer la vie chère au Burkina Faso. Marc Bonogo, interrogé ce matin par Issa Omarati.
La première raison est que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, si vous voulez le ministère chargé des libertés publiques, a pris un décret sommant donc tous les maires du Burkina Faso d'interdire toute manifestation sur la voie publique, lesquelles manifestations sont prévues par la loi 22 donc, du 21 octobre 1998 qui organise donc les manifestations sur les voies publiques. La seconde raison est que nous avons eu des sources très sûres d'ailleurs que des individus mal intentionnés seraient en train de s'organiser pour faire partie donc de la marche et puis pouvoir s'adonner à un certain nombre de pratiques qui sont en déphasage avec les prescriptions légales, à savoir des actes de vandalisme et donc de brûlure aussi des pneus sur les voies publiques et autres, comme ce que vous avez constaté le 27 novembre dernier. Alors, l'ANC entendait organiser une marche républicaine, comme son nom l'indique d'ailleurs, une marche pacifique, donc une marche responsable avec les forces vives de la nation. Au regard donc de cet état de fait, nous avons bien voulu jouer donc la carte de la prudence. Et la troisième raison est que, comme vous l'avez constaté également hier soir, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre maintenant, Christophe Marie-Joseph Dabiri, a rendu le tablier. Et donc nous pensons que l'échiquier politique est chamboulé actuellement et qu'il va falloir faire une pause pour observer donc l'évolution des choses bien avant de voir la conduite à tenir les jours à venir. Constatons qu'il y a eu la démission du Premier ministre, mais que ces ministres restent toujours en place à leur poste. Bon, ce qui est nouveau parce que ce qui nous est donné de constater partout, c'est que lorsque le Premier ministre démissionne avec tout son gouvernement, et ce sont les secrétaires généraux qui, de coutume, assurent donc en tout cas l'expédition des affaires courantes. À quand la nouvelle équipe du gouvernement? C'est la question qui reste posée actuellement après la démission du Premier ministre Christophe Dabiri. Mais en attendant la reconstitution du gouvernement, il faudrait sauver urgemment les populations de Madjoari. Cette population vit doublement l'insécurité, la menace terroriste, mais aussi la famine. Les populations qui vivaient essentiellement de l'agriculture ont fui la commune dans cette région de l'Est. Les ressortissants ont trouvé refuge dans la commune de Fadangoma. Écoutons un des ressortissants, il s'agit de Amadou Onadia. Cette commune, dont la population était estimée à près de 15 000 habitants, s'est vidée et pour l'instant, il n'y a que environ 5 000 habitants qui y résident. Et depuis mai, la situation sécuritaire à Madjoari s'est dégradée. Madjoari est coupée de tous les issues. Rien ne rentre, rien ne sort. Or, cette population vivait essentiellement de l'agriculture. Et cette année, les forces ennemies ont pris possession des alentours du village. Ils n'ont pas pu cultiver. Et depuis mai jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu qu'une seule dotation de 5,5 tonnes de nourriture pour une population estimée à plus de 5 000 habitants. Maintenant, la situation s'est aggravée. Jusqu'à il n'y a même plus à manger. Nous apprenons, il y a une semaine de cela, qu'il y a eu 8 décès dans l'intervalle d'un mois, dû à la famine. Les gens n'ont rien à manger dans cette localité. Vraiment, c'est très grave. Et parmi ces 8 qui sont morts, la plupart, ce sont même des enfants. Ils n'ont rien à manger. Cette population, pour l'instant, le bien le plus précieux au monde n'est plus de l'argent et rien d'autre. Ils ne veulent que de la nourriture. Imaginez un instant, quand un adulte t'appelle et dit « j'ai faim », ça fait pitié. Nous mourons de faim. Sauvez-nous. Vraiment, l'occasion m'est venue pour que je porte ma voix haute pour que, en réalité, l'État fasse un secours, que les organismes humanitaires agissent urgemment, vraiment dans les meilleurs délais, pour qu'il y ait quelque chose pour cette commune.
Les populations de Madjoari qui ont fui l'insécurité, aux côtés d'elles, il y a d'autres populations, d'autres localités du Burkina Faso qui ont elles aussi fui l'insécurité. Et pour faire preuve de solidarité envers ces personnes déplacées internes, le festival Ciné Droit Libre décide de collecter des fonds, surtout en ces périodes de fête de fin d'année. Le comité d'organisation a lancé hier la journée de solidarité. Au cours d'une soirée, Pakisba Mariam Ouedraogo a pu interroger quelques membres du comité d'organisation. On a lancé cet appel pour avoir des dons, exclusivement des dons. On ne prend pas de vêtements, parce qu'on pense que les dons de vivre uniquement permet d'aider directement les déplacés internes dont le nombre s'agrandit de jour en jour à traverser le temps de fête. Parce que nous pensons que bientôt c'est les fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, et ces familles-là qui ont fui leur village, démunies, sans nourriture, ont besoin de ces vivres. Donc on demande à chaque citoyen qui a un cœur qui bat, qui pense à ses semblables, à faire un geste pour permettre à ces déplacés internes d'avoir un peu de réconfort, de donner quelque chose à l'estomac. Et donc ce premier geste-là nous va droit au cœur. Nous voudrons que beaucoup de gens fassent ce geste-là, de l'huile, du riz, tout ce qu'il y a comme vivre, on peut donner. Les dons sont référables à l'espace Gambidi et au village juste à côté du terrain de Newton. Je suis venu donc remettre une commission de la part de l'association Beobiga basée en France, présidée par Sylvie Baron, qui a commissionné donc une association partenaire résidant à Ouagadougou, Burkina Faso ici, l'association Goldan basée à Linketa. Et l'association Goldan m'a chargé de venir donc transmettre la commission à Ciné Droit Libre. À la 16e édition du festival Ciné Droit Libre, il y a aussi les projections cinématographiques et la situation que vivent actuellement les Congolais. S'est invité à ce festival, une situation chaotique depuis maintenant 20 ans. Un film documentaire retrace cette situation. C'est un film documentaire du réalisateur belge Thierry Michel et le film est intitulé L'Empire du silence, une projection qui n'a pas connu la présence du réalisateur. Selon lui, il ne supporte plus ces images chaotiques. Pakisba Mariam Ouedraogo était présente à la projection. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. L'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. L'Empire du silence relate l'histoire de la République démocratique du Congo, un pays qui a été déchiré pendant plus de 25 ans par la violence des guerres. La réalisation de ce film documentaire d'1 minute 50 est une suite du précédent film documentaire intitulé L'homme qui repart les femmes du réalisateur belge Thierry Michel. Ça fait 30 ans que je fais des films documentaires en République démocratique du Congo. Mon dernier film était L'homme qui répare les femmes sur le docteur Denis Mukwege, qui est depuis devenu prix Nobel de la paix. C'est un film sur les victimes de la guerre, des guerres du Congo, surtout sur les femmes violées, mais c'est un viol, arme de guerre, avec destruction de l'appareil génital de la femme. Et on s'est dit qu'après avoir fait un film sur les victimes, il fallait faire le film pour dénoncer les bourreaux. Surtout que les bourreaux sont dans une impunité absolue et sont au sommet du pouvoir au Congo. Dénoncer les bourreaux tout en demandant justice pour les victimes, c'est le cri de cœur des victimes des guerres en République démocratique du Congo. C'est pas moi qui le veux, ce sont les victimes du Congo qui le veulent. Elles le disent dans le film. Je ne suis que le porte-parole de la voix des victimes. Je suis aussi le porte-parole, quelque part, du docteur Mukwege, qui a lancé un appel poignant
à Oslo quand il a reçu son prix Nobel en disant il faut mettre fin à l'impunité, il faut dire le nom de ces criminels qui sèment la terreur au Congo depuis trop d'années. Ce film met à nu le silence des politiciens face à la réhabilitation sociale de milliers d'anciens rebelles. Lorsque quelqu'un peut se permettre de tuer un malade dans son lit et qu'il ne soit pas poursuivi pour un tel crime, je crois que ça traduit tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il faudrait que ce tribunal puisse aussi un jour se poser sur ce passif. Ceci, c'est un acte d'accusation pour que la vérité et la justice qui sont inscrits au fronton de ce tribunal soient faites aussi pour les massacres commis à cette époque. Certains cinéphiles ont été choqués en découvrant pour la première fois ce film. Waouh, c'est vraiment un film plein d'émotions, sinon qui choque réellement, qui choque parce que le film dit la vérité de manière crue. Et je crois que c'est un film qu'il faut vraiment faire voir par les dirigeants, également par le peuple. Parce que c'est un film vraiment qui relate qui sont réellement ceux qui nous gouvernent. C'est un prélude de ce qui est en train de nous arriver, disons. Ça va en fait servir de leçon et permettre aux uns aux autres de prendre conscience en fait de ce qui nous attend en réalité. Si jamais on reste dans cette même situation. Le réalisateur Thierry Michel n'a pas assisté à la projection de son film, pour la simple raison qu'il ne voulait plus revivre ces images affligeantes. Le comité d'organisation du festival Ciné Droit Libre lui a décerné un trophée, car c'est le dernier voyage du Belge en Afrique. Tant de vies sont à jamais éteintes, tant de voix se sont tues, tant de noms se sont effacés des mémoires. Que peut un film face à un tel désastre? Témoigner contre l'oubli, pour que les innombrables victimes des guerres congolaises ne disparaissent pas une deuxième fois. Autre chose dans cette édition, un grave accident de la circulation s'est produit sur la route nationale numéro 7 dans la soirée d'hier. Selon les témoignages, un camion-citerne est entré en collision avec un minicar communément appelé Dina. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, des blessés et d'énormes dégâts matériels. Allons maintenant à Ouaga 2000, à la salle des banquiers pour suivre le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 autres. Les témoignages se poursuivent. Retrouvons Stéphane Sanou qui nous fait le point de ce matin. Confrontation aujourd'hui entre Abdraman Zetienga, Gilbert Diendéré et son ancien chauffeur Pascal Ninda Tondé. Abdraman Zetienga, commandant d'unité de la garde présidentielle en 1987, a chargé Gilbert Diendéré hier lors de son témoignage. Le témoin a déclaré hier que sur instruction de Gilbert Diendéré, il était en poste au Conseil de l'Entente avec pour rôle d'empêcher certaines entrées et sorties. Une déclaration niée par Gilbert Diendéré lors de la confrontation. Gilbert Diendéré a laissé entendre qu'il n'avait pas la même mise sur Abdraman Zetienga puisque ce dernier était en stage à Pau, donc il n'avait plus de fonction au Conseil de l'Entente. Une explication qui a laissé perplexe le tribunal qui s'est posé la question de savoir comment est-ce possible qu'un élément en stage à Pau puisse venir monter une garde à Ouaga en plus avec une arme. Est-ce que ce n'est pas de l'indiscipline, interroge le juge. Et Gilbert Diendéré de ne plus être formel en indiquant qu'il ne se souvient plus avoir instruit Abdraman Zetienga de se poster au Conseil de l'Entente le 15 octobre 1987. Je ne suis pas totalement sûr de l'avoir envoyé, a-t-il conclu. Autre élément de confrontation, il s'agit bien sûr de la déclaration de Abdraman Zetienga disant que Gilbert Diendéré avait prévu d'arrêter Thomas Sankara le 15 octobre 1987 plutôt que de le tuer. C'est archi faux, a répondu Gilbert Diendéré. Je n'ai jamais reçu une note d'arrestation du président Thomas Sankara, s'est défendu Gilbert Diendéré. Pour Abdraman Zetienga, ces réponses sont surprenantes. Honnêtement, je suis surpris de la réaction de Gilbert Diendéré à regretter Abdraman Zetienga. Retenons quand même que Gilbert Diendéré a reconnu que Abdraman Zetienga lui a fait des propositions pour sauver la situation qui prévalait entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Mais Gilbert Diendéré a affirmé que ces problèmes étaient plus politiques, donc difficiles. Signalons pour terminer que les confrontations se poursuivent toujours ici à la salle des banquets de Ouaga 2000. C'était Stéphane Sanou depuis la salle des banquets de Ouaga 2000 pour Savane Média.
Et puis hier, les témoignages se sont aussi poursuivis. Pour la journée d'hier, c'est Siblina Kelsey qui nous fait le point. Le colonel-major Léonard Kambo était le commandant du 1er bataillon d'intervention rapide, BIR, logé au Conseil de l'Entente. Ce dernier, qui avait eu une permission de 72 heures pour aller voir son frère à Tenkodogo, s'est retrouvé dans son bureau pour préparer son cours de topographie qu'il devrait dispenser le samedi à la Firmat. C'est ainsi qu'il dit avoir reçu un coup de fil de son chef Gilbert Diendéré, lui disant qu'il vient le voir dans son bureau. Pour Gambo, cela apparaît bizarre et quelques instants après, lui a rappelé Diendéré par impatience. C'est après son coup de fil que les tirs ont commencé. De son bureau, Gambo se précipite pour descendre sans quérir des nouvelles. C'est en ce moment qu'il dépasse le général sans s'en rendre compte. Celui-ci l'appelle par derrière. Il répare vers son chef Diendéré qui lui annonce qu'il paraît que les tirs veulent nous attaquer. Prépare tes éléments. Après sa déclaration, le président du tribunal ordonne une confrontation avec le général Gilbert Diendéré. Le général a rejeté en bloc les propos du colonel-major Léonard Gambo. Après la confrontation, le président du tribunal a fait appel à un autre témoin en la personne du sergent Arzouma Lankwandé. Ce dernier dit avoir aperçu le général Gilbert Diendéré quelques minutes avant les tirs. Un autre témoin, pas des moindres, il s'agit de l'adjudant-chef Abdraman Zetienga, commandant de la garde présidentielle adjoint de Diendéré au moment des faits. Il était très affirmatif durant son interrogatoire. Ce dernier, qui était affecté à Pau pour un stage en septembre, a reçu une lettre de Thomas Sankara lui signifiant que le climat était délétère entre les deux responsables de la révolution, lui et Blaise Compaoré. Celui-ci prend une autorisation d'absence de 48 heures pour revenir voir comment désamorcer la situation. Le 10 octobre 1987, il obtient une rencontre avec le président du Faso, Thomas Sankara, qui dit avoir trouvé une solution. Et lui, Zetianga, est allé voir Gilbert Diendéré le 11 octobre, lui proposer d'organiser une réunion pour trouver une solution pour ne pas que le sang coule. Dès que Diendéré l'a aperçu, il lui a demandé ce qu'il est venu faire à Ouagadougou. Zetianga, l'adjoint de Diendéré, lui a fait le compte-rendu de sa rencontre avec Thomas Sankara. Mais celui-ci lui oppose un refus catégorique, mais a fini par convoquer une réunion le 15 octobre dans la matinée. Au cours de la rencontre qui a réuni la sécurité de Thomas Sankara et celle de Blaise Compaoré, les autres ont proposé des solutions, mais Gilbert Diendéré n'a rien dit. À la fin de la rencontre, Gilbert Diendéré a dit à ses éléments qu'il venait d'obtenir un message de catégorie A annonçant le complot de 20 heures de Thomas Sankara qui vise l'arrestation de Blaise Compaoré. Mais lui, Gilbert Diendéré, pour éviter l'effusion de sang, va anticiper en arrêtant Thomas Sankara. La suite, on la connaît. Maître Prosper Faraman de la partie civile s'est prononcé à la suspension de l'audience. Après la réunion, il a, avec le petit groupe des officiers et certains éléments du conseil, soufflé à ces gens-là qu'il avait reçu une note d'information de source A. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que de source très sûre, que le capitaine Sankara préparait une opération d'arrestation, enfin pas d'arrestation, un complot le soir qui pourrait conduire à un bain de sang. Et que lui, il avait décidé d'anticiper et de procéder à l'arrestation du capitaine et qu'il a donné des dispositions. Le témoin lui-même le dit, il reconnaît qu'il a occupé un poste, on lui a dit d'occuper un poste quand passerait le cortège du président, d'empêcher que quelqu'un d'autre accède au conseil. C'est ce qui s'est fait et vous vous souvenez, il faut mettre ça en relation avec ce que le président Blaise Compaoré lui-même a dit dans sa déclaration. Un de mes lieutenants et les éléments du conseil ont décidé de procéder à l'arrestation du capitaine Thomas Sankara pour éviter une effusion de sang. Rappelez-vous aussi la question de main levée pour passer à l'assaut. Donc tout ça mis l'un dans l'autre, nous pensons que ces témoignages, ces deux aussi, montrent bien que tout ce que le général dit depuis des années est archi faux. Il est bel et bien comme nous le pensions, celui-là qui a coordonné, a supervisé l'opération d'assassinat du capitaine Thomas Sankara. L'avocat de Gilbert Diendéré, maître Olivier Yelkouni, dit connaître le contenu du dossier, mais il s'est néanmoins prononcé sur les interrogatoires des deux premiers témoins. Je ne parle pas d'abord de Zetienga.
Tant que je n'ai pas fini de l'interroger, je ne parle pas de ces témoignages. Parce que je sais ce qu'il y a dans les dossiers. Donc je ne parle pas des Etienga. Je veux parler donc de ceux qui sont passés le matin. Là, il n'y a pas de problème, je peux parler. Et je ne pense pas que ça l'enfonce. Je sais ce qu'il y a dans les dossiers et vous allez voir. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait une réunion où il y a quand même un sujet assez grave, aller arrêter le président du Faso, et que celui qui a participé à la rencontre là, à cette réunion-là, ne puisse pas vous dire qui et qui d'autre a participé à cette rencontre. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Mais je ne vais pas en dire plus. Je vais attendre donc la fin de son témoignage là pour pouvoir faire une idée. Parce que comme je vous ai dit, je sais ce qu'il y a dans les dossiers. L'audience se poursuit ce jeudi avec l'interrogatoire des témoins. La grève des étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou se poursuit aujourd'hui. La grève a débuté hier pour 48 heures à la demande de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants burkinabés. Dans un communiqué, l'ANEB dénonce le retard accusé dans les universités publiques, l'augmentation des prix de logement dans les cités universitaires, la restriction des libertés et l'échec du système licence, master, doctorat, LMD. Cette grève, selon les étudiants, vise à interpeller les autorités en charge de l'éducation pour un meilleur système éducatif au Burkina. Parlons de l'actualité internationale et nous allons tout droit en Guinée. Changement au sein de la Banque centrale de Guinée. Après une décennie à la tête de l'institution, Laousseni Kaba a été limogé mardi par le chef de la junte. Outre le gouverneur, ces deux vice-présidents n'ont pas échappé au ménage. Ils ont été aussi relevés de leurs fonctions. Le désormais ex-gouverneur n'aura donc pas profité de sa collaboration avec les nouveaux maîtres de Conakry. Laousseni Kaba avait pourtant fait allégeance à la junte en gelant les comptes de services publics et des collaborateurs d'Alpha Condé. C'est désormais Karamo Kaba qui tiendra le gouvernail de la Banque centrale de Guinée. Au Soudan, le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah al-Burhan, a ouvertement pointé du doigt des missions diplomatiques les accusant de s'aimer le trouble dans le pays. Il les accuse d'encourager les populations à se révolter contre l'armée. C'est lors d'un discours prononcé à l'issue de manœuvres effectuées par l'armée soudanaise au nord du pays que le général al-Burhan a brandi des menaces de sanctions contre toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Soudan. Retour au Burkina Faso pour parler sport. La compétition de football Ligue 1 Lonabé a connu son match en retard hier. L'opposition AS Douane et Asfa Yenenga. Score final 2-1 en faveur de AS Douane. Précision de Ruben Wilson Kodjo. Le public sportif qui a effectué le déplacement du stade municipal Dr Issoufou Joseph Konobo a suivi un bon match. L'AS Douane mal classé tient à améliorer son classement devant le leader et réussit à inscrire 2 buts lors des premières 45 minutes pour se mettre à l'abri de toute surprise. À la reprise, l'Asfa Yenenga multiplie les contres pour d'abord réduire le score et mettre les pendules à l'heure plus tard. Mais les douaniers bien en place résistent aux assauts répétés des jaunes et verts de la capitale. Mais les protégés de la Présidence Yenenga parviennent quand même à réduire le score en toute fin de partie. Score final AS Douane 2, Asfa Yenenga 1. Le coach des douaniers félicite tout simplement ses poulains. Dans la recherche de ce match référence, ce match qui allait nous permettre de reprendre confiance. Je pense qu'on a eu ce match aujourd'hui. Félicitations aux garçons. Mais vraiment, on a eu une bonne équipe de l'Asfa Yenenga face à nous. Et franchement, c'était un beau match, un match engagé de part et d'autre. Et bon, nous, tout simplement, on a eu la chance d'être réalistes et de mettre 2 buts. Et voilà, félicitations encore à mes garçons qui ont cru passer une sale période. Alors, il fallait qu'on n'abandonne pas, il fallait qu'on continue de croire, qu'on continue de positiver. Et je pense que ce soir, ils sont récompensés pour avoir cru jusqu'au bout. Le coach de l'Asfa Yenenga pense que c'est le meilleur qui a gagné. Je pense qu'on s'est plombé en première mi-temps en prenant ces 2 buts. Voilà, je pense que
c'est ce qui a fait qu'on a eu du retard. Ce retard, c'est dû à l'allumage. On a pris ce but-là et puis au moment où on était en train de s'organiser pour réagir, on a pris encore un but qui nous a coupé l'herbe sous le pied. On est reparti, mais je pense que mes garçons ont eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. Ce deuxième but n'est pas venu, c'est pas faute de l'avoir eu. On paye un duel face à leur gardien, félicitations à eux. Je pense que c'est le championnat, c'est le charme du championnat, comme je le dis toujours. Le bas du tableau bouscule le haut du tableau et c'est ce qui va donner du charme à ce face au foot. Et nous, on va se préparer pour pouvoir répondre aux prochaines journées. Rendez-vous donc le week-end prochain pour la 12e journée de la Ligue 1 Lonabi. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.